sans plus tarder, là, je vais te céder la parole. Alors, bienvenue à toutes et à tous sur ce premier webinaire dans un contexte de pandémie du CRIFPE. Le premier webinaire sera animé par Nancy Goyette, qui est professeure à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Le webinaire s'intitule « Comment favoriser le bien-être en enseignement en temps de pandémie ». Nancy va faire une présentation de 30-35 minutes. Si vous avez des questions, vous les posez dans le chat. Moi, je vais faire une synthèse des questions, les reposer à Nancy. On va tenter de clore vers 45, mais Nancy va rester disponible jusqu'à 13 heures pour répondre à des questions. Donc, 45, il y aura un court moment de pause pour permettre aux gens de quitter. Et ensuite de ça, s'il y a des questions, Nancy restera disponible. Alors sur ce, Nancy, la parole est à toi. S'il y a quelque chose, je prends la parole pour te dire on ne t'entend plus, on ne te voit plus ou peu importe. Mais sinon, tu ne m'entendras pas et ne me verras pas. D'accord? Voilà. Alors, bon webinaire et merci de t'être porté volontaire. Le bien-être des enseignants, c'est quelque chose d'important maintenant. Alors, merci. On a 188 participants. Aucune pression sur toi, Nancy. Moi, je commence à être un petit peu plus nerveuse, j'avoue. Donc, je vais partager mon écran dans quelques secondes. Donnez-moi. Donc, j'aimerais tout de même dire bonjour à tous les Canadiens et aussi les Européens qui nous écoutent aujourd'hui. C'est quand même super génial. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien mon diaporama. J'imagine que oui. Est-ce que vous pourriez me le confirmer, Thierry? Donc, je vais commencer la présentation. Aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir à propos de la question du bien-être des enseignants en ce temps de pandémie parce que, bien entendu, tout le monde est affecté par cette question-là. Mais les enseignants sont une partie de la population qui ont quand même eu à vivre avec cette pandémie-là de façon assez grande. Donc, j'avoue qu'en 30 minutes, ça va être un petit peu difficile de faire un état de la situation qui va inclure tous les ordres d'enseignement, tous les pays, parce que chacun des pays, chacun des ordres a quand même sa petite complexité. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai décidé de me contenter modestement de vous parler de la situation des enseignants du primaire au Québec en ce temps de déconfinement-là, où il y a beaucoup d'incertitudes qui jaillissent. Et vous pourrez, à travers ce que je vais vous présenter, peut-être faire des liens si vous ne provenez pas là, de cet ordre d'enseignement-là. Donc, il y a un petit rappel à faire, je trouve, très important, c'est qu'avant la pandémie, les conditions de travail étaient difficiles chez les enseignants à prime abord. Donc, on savait déjà qu'il y avait une précarité des enseignants novices, une pénurie dans certaines régions. Il y avait de la détresse psychologique quand même de façon grande. Il y avait du décrochage professionnel, puis il y avait un certain désengagement envers la profession des enseignants parce que les conditions de travail n'étaient pas très facile à prime abord. Donc, quand la pandémie est arrivée, ça a désorganisé le travail des enseignants, bien entendu. Et nous, au Québec, on a vécu quand même une situation où les directives, au départ, n'ont pas été très claires du ministère de l'Éducation, mais je crois que c'est comme impossible de réussir à avoir des directives claires dans cette situation inédite-là. Mais ça a apporté de nombreux défis pour les milieux, puis ça a eu des impacts sur le travail des enseignants, mais à géométrie variable, tout dépend de la région que l'enseignant provient, de l'ordre d'enseignement, du milieu public, du milieu privé. Donc, on se rend compte présentement au Québec qu'on a la région montréalaise qui vit une réalité et on a les autres régions qui vivent une autre réalité que j'ai représentée par les codes régionaux au niveau du téléphone, bien entendu. Donc, tout ça, cette pandémie-là, fait apparaître des enjeux émotionnels chez les enseignants. Et ces enjeux-là, je voulais vous les exemplifier en me basant sur les dimensions du développement professionnel de Mukamura. Selon la dimension pédagogique et didactique, où l'enseignant doit enseigner, doit avoir des habiletés pédagogiques, l'enseignement à distance, ça devient quand même un moyen incontournable pendant la pandémie et ça fait en sorte que certains enseignants, dès le départ, ont senti
ressenti un sentiment d'incompétence par rapport à cette compétence-là. Ensuite, au niveau de la dimension personnelle, les enseignants ressentent encore de l'incertitude, de l'anxiété, du stress, de l'impuissance face à la situation. Puis il y en a aussi qui ressentent de la tristesse parce que l'année scolaire va se terminer sans qu'ils aient revu leurs élèves. Donc, c'est quand même une situation qui est émotionnellement assez difficile. On a aussi la dimension disciplinaire. La dimension disciplinaire, c'est que les enseignants s'inquiètent des contenus enseignés, ne savaient pas trop quoi enseigner, ne savaient pas trop quoi évaluer parce que l'évaluation est devenue, dans certains cas, optionnelle. Et on se demande si les élèves vont réussir, surtout les élèves qui ont des grandes difficultés au niveau des apprentissages. Aussi, bien, la dimension organisationnelle, c'est que, bon, la pandémie amène des incertitudes, une difficulté à avoir une idée claire par rapport aux tâches à effectuer. Et finalement, ça amène aussi une dimension collective où on se rend compte que les pairs et la direction d'école et les parents deviennent des agents qui sont incontournables et indispensables pour réussir à continuer justement à enseigner parce que l'information est importante, parce qu'on veut garder le suivi pédagogique de chacun des élèves, mais les contacts parfois sont difficiles, tout dépendant des milieux d'où les élèves proviennent. Donc, on se rend compte qu'il y a des enseignants qui sont entrés dans cette pandémie-là avec une santé mentale qui n'était pas optimale dès le départ. Il y a d'autres enseignants qui allaient bien, mais que la pandémie est venue bouleverser leur quotidien. Et on a une troisième catégorie qui sont des enseignants qui ont fait preuve, malgré tout, d'une attitude positive face aux défis d'envergure, pas parce qu'ils n'ont pas ressenti à prime abord des émotions négatives, mais parce qu'ils ont réussi à prendre en main la situation et essayer d'avancer avec ça. Donc, j'ai cru que ce serait une bonne idée de les laisser parler, de les laisser s'exprimer par rapport à leur réalité. Donc, j'ai fait une petite entrevue avec 2 enseignants du primaire. Le premier, c'est Frédéric Robert, qui enseigne dans la région de Montréal, qui vit une situation où les élèves ne rentreront pas à l'école d'ici la fin de l'année scolaire. Et Patricia Gilbert, qui enseigne dans la région des Cantons de l'Est, qui, elle, a eu à revivre une rentrée avec des élèves et qui présentement travaillent en présentiel avec certains élèves. Donc, je leur laisse l'occasion de s'exprimer. Donc, bonjour. Aujourd'hui, je suis en présence de 2 enseignants vraiment inspirants qui vont eux-mêmes se présenter. Donc, la parole est à toi. Alors, moi, je m'appelle Patricia, j'enseigne en 6e année à l'école de la Clé des Champs à Donham, une petite école dans les Cantons de l'Est. Et Frédéric? Je suis enseignant à la Commission scolaire de Montréal, à l'école du Champlain. Je suis en classe multiniveau de 3e et de 4e année et j'enseigne dans le quartier Centre-Sud. Donc, aujourd'hui, on va parler avec 2 enseignants qui vivent 2 réalités différentes. Donc, la réalité de la région montréalaise où il n'y a aucun élève présentement et la réalité de la région des Cantons de l'Est où les élèves ont intégré l'école depuis quelques semaines. Donc, la première question que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce que la pandémie a changé dans votre quotidien au travail? Bien, de mon côté, c'est clair que c'est les routines. Les élèves ne rentrent pas de la même façon dans l'école, ils ne sortent pas de la même façon. On doit se laver les mains plusieurs fois par semaine. Je dis laver les mains, mais parfois c'est du désinfectant aussi. À chaque mouvement, il faut penser à se laver les mains. Il ne faut pas circuler comme on veut dans l'école. Tout ça, c'est vraiment à intégrer et à penser autant que ça prend. Même si on a juste 15 élèves dans une classe, on se rend vite compte que ça prend au moins 10-12 minutes à chaque fois pour faire le tour de toutes les mains. C'est de penser aussi aux élèves qui sont à la maison. En plus de ma tâche à l'école, je m'occupe aussi à préparer les travaux, numériser, envoyer les corrigés, essayer de répondre un peu aux questions, puis de faire des visios à chaque jour pour que les élèves à la maison puissent suivre les enseignements que je fais ici à l'école. OK. Et toi, Frédéric? De mon côté, ce que ça a changé, en fait, je pense que ça a changé notre vie à pas mal tout le monde. Moi, ce que vraiment changé, c'est au niveau émotionnel aussi, c'est le contact avec mes élèves, le même contact que j'avais avant. Les enseignants, nous, on est des présences rassurantes pour beaucoup d'élèves aussi.
Donc, le fait de savoir qu'on n'est plus physiquement avec eux, c'est un défi de taille pour certains élèves et pour certains enseignants aussi, il faut se le dire. On est des gens qui aimons travailler en étroite collaboration et proches physiquement des autres. Donc ça me manque, ça manque à mes élèves aussi. Ça a été toute une adaptation. Tu sais, la main sur l'épaule, moi, je les taquine beaucoup. Je leur taponne le lobe d'oreille, je leur tire une couette, je leur fais des petites niaiseries, je donne une petite note sur un crayon, tu sais, juste pour garder leur sourire, leur donner un sourire. Bien ça, dans les 2 premières semaines, ça a été difficile parce qu'on n'a pas eu de contact. Mais il y a beaucoup d'enseignants qui se sont relevés les manches et puis, bon, qui ont abordé le virage numérique avec brio, je dois le dire. Et puis, dès qu'on a pu le faire, moi, je donne des vidéoconférences depuis le 6 avril. Donc, ça a été assez rapide. Ça, j'étais content d'avoir le contact avec les élèves. Ça m'a fait du bien, ça leur a fait du bien aussi. C'est toute une autre approche qu'on doit faire. Patricia, y a-t-il autre chose que tu aimerais ajouter? Oui, bien, il parle du contact, là, ça me fait aussi réfléchir, réagir, surtout parce que même si je suis en 6e année, les grands aussi ont besoin de contact, puis ils sont habitués de me faire des câlins. On a trouvé ça super dur quand on s'est dit, quand mes élèves qui ne revenaient pas à l'école, je leur ai remis un sac avec leur matériel, là. On était comme à 2 mètres, puis on avait comme le goût de se faire un câlin, puis on ne pouvait pas. Fait que, en effet, Frédéric, c'est quand même assez... c'est un gros morceau de notre tâche qui est comme mise dans le noir. Là. OK. Le côté affectif, le côté émotionnel, par définition, les êtres humains sont faits pour travailler l'un et l'autre, main dans la main, puis surtout en étroite collaboration proche, puis là, on ne l'a pas non plus. Tu sais, tu avais quelque chose de super émotif dans le fait des sacs poubelles. Tu sais, il y avait quelque chose d'une espèce de deuil qu'on faisait, puis c'est sûr que c'est la meilleure façon de transmettre les objets. Puis il y a le sac poubelle. Mais tu sais, de mettre les objets des élèves dans un sac poubelle, ça avait quelque chose, ça faisait toucher une corde assez sensible chez nous. Et puis nous, on était prêts pour recevoir les élèves. On avait hâte de revenir en maintenant à travers toutes les petites craintes qu'on peut avoir, les petites, les moyennes, les grosses craintes qu'on peut avoir, parce qu'on était, on a baigné dans cette peur-là aussi pendant 2 mois. C'est le retour au travail. Mais on était contents d'en revenir, nous autres. Et puis quand on a su que les élèves ne revenaient pas, ça a été encore une autre période d'adaptation. Moi, l'adaptation aussi, ça vient avec la 6e année. On pense l'album définissant, la remise des diplômes. C'est juste des 6e années. Là. On ne parle pas d'un bal secondaire, mais ça, c'est quelque chose qui les affecte beaucoup, beaucoup. Puis, en tout cas, là, on est comme en mode de qu'est-ce qu'on fait, comment on organise ça. Je leur ai dit, c'est pas vrai que leur dépense ne serait pas soulignée, là, mais c'est toute une adaptation. Les rituels de passage, c'est quelque chose d'important. Puis les rituels tout court, les routines, c'est quelque chose de sécurisant et de stabilisant, pas juste pour les enfants, pour les enseignants aussi. Les rituels-là, ouais, c'est un autre deuil à faire. Ah oui, ils sont bien inquiets aussi de passer au secondaire sans avoir vraiment finalisé leur 6e. Là. Exactement. À travers tout ça, quels moyens vous avez mis en œuvre pour rester positif malgré tous les changements que la pandémie vous a imposés? Bien, de notre côté, quand on a su qu'on revenait en classe, on était super contents. On était contents de se voir, on était contents de voir les élèves. Fait qu'on s'est tout de suite mis en mode solution. On met de côté le négatif de toute cette histoire-là. Puis toute l'équipe école, là, j'ai vraiment la chance d'être dans un milieu extraordinaire. On s'est tous mis ensemble, les TES, les enseignants, les spécialistes, les professionnels. On a une direction qui est fantastique. Puis tout le monde, on s'est entraidé à sortir les bureaux des classes, à coller des flèches à terre. La communauté aussi, on est un petit milieu serré à Donham. On a des vignobles qui nous ont fourni du désinfectant. Il y a une autre petite compagnie qui nous ont fourni notre savon, du désinfectant, de la crème à main pour qu'on puisse aussi soigner les petites mains rouges de nos élèves. On s'est regroupés ensemble. On a fait un gros baby-foot géant pour nos élèves. C'est vraiment ça, c'est d'embarquer la communauté ensemble et d'y aller à fond. Vous autres, Frédéric? Moi, c'est exactement comme Patricia, le fait qu'on soit une équipe soudée. À l'école Champlain, moi, j'ai une chance extraordinaire parce que, bon, on sait, les milieux de travail, c'est pas toujours évident. On passe un temps fou dans nos milieux de travail. Des fois, bon,
dans n'importe quel milieu de travail. Des fois, ce n'est pas ce qu'on recherche. Ou ça peut même arriver des fois que les milieux de travail ne sont pas nécessairement sains. À l'école Champlain, c'est formidable. On a une directrice extraordinaire une nouvelle directrice qu'on a vue physiquement 8 jours. 8 jours. Pensez-y comme il faut. Là. Elle arrive, on a vu 8 jours de travail. Elle a géré ça de main de maître. Et on a une équipe extraordinaire. Je vous le dis, là, extraordinaire de savoir que je fais partie de quelque chose qui est plus grand que moi-même. Moi, ça m'enchante. Et on était vraiment en mode solution aussi. Comme Patricia l'a dit, on n'était pas en mode chiolage, on était en mode positif, on avait hâte de revenir. Et moi, c'est ce qui m'aide énormément, de savoir qu'on revient là-dedans, revoir les collègues, qu'on était prêts à recevoir les élèves. Puis nous, on a une chance extraordinaire, on a des classes qui sont surdimensionnées. Puis on avait quand même des fois de la difficulté à mettre 15 bureaux, donc ça nous a mis à niveau aussi ce que les autres écoles avec des dimensions plus petites. Donc, tout ce qui est positif là-dedans, c'est qu'on a un grand réseau de communauté avec les enseignants et enseignantes, puis beaucoup de réseaux sur lesquels on a pu s'appuyer pour aller de l'avant. Et s'il y avait un mot à dire, un mot de la fin pour les enseignants qui vivent peut-être une réalité qui est plus difficile que vous, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Ben, d'y aller. Vas-y, Frédéric. Mais en fait, parler de ce que vous vivez aux autres. Ça, moi, je pense que c'est hyper important. Là. Tu sais, des fois, on pense que le petit hamster se fait aller, puis on pense qu'on n'en fait jamais assez. Ou on pense qu'un élève ou une élève en particulier qui vit des difficultés et tout. On est tous dans le même bateau. Aller en parler. De plus en plus au Québec, puis bon, je pense à plusieurs endroits dans le monde aussi, on parle de santé mentale. La santé mentale, ça a plusieurs niveaux, et de savoir que tu n'es pas tout seul là-dedans, parlez-en. Allez chercher des conseils, allez chercher des autres avis, allez trouver des gens qui vont vous faire du bien aussi, parce qu'on en fait beaucoup, mais tu sais, il y a beaucoup de positifs de solidarité dans ça. Donc, moi, c'est ça c'est ça sur quoi je m'appuie pour continuer. Puis, tu sais, aussi savoir que je le sais que je ne suis plus physiquement avec mes élèves, mais je leur ai dit, je vais toujours être là pour vous autres. Et là, de voir qu'on est en situation de pandémie et que je suis toujours là pour eux autres, moi, ça m'a rempli de joie. Puis ça, c'est mon positif de toutes les journées à chaque fois que je fais des vidéoconférences. Merci. Puis toi, Patricia? Bien, je suis totalement d'accord avec Frédéric. Puis la seule chose que je rajouterais, c'est d'y aller une journée à la fois. De calmer notre hamster, là. On ne sait pas ce qui va se passer. Ça change pratiquement à chaque journée. Ça ne donne rien de s'inquiéter. Puis de faire confiance aux enfants. Parce qu'ils sont bons là-dedans. Ils s'adaptent. Puis ils sont juste contents de nous voir là, puis de retrouver leur milieu. Alors, une journée à la fois. Bien, je vous remercie beaucoup. Donc, bonne fin d'année scolaire à vous deux. Merci. Merci beaucoup, merci. Ça fait plaisir d'avoir été ici. Donc, on peut se rendre compte à travers cette entrevue-là que ces enseignants-là ont quand même vécu des choses difficiles, mais qu'au bout du compte, ils réussissent quand même à ressentir un certain bien-être en enseignement. Et le bien-être en enseignement, c'est quand même un phénomène assez complexe. Selon mes recherches, le bien-être se développe à travers le sens que l'enseignant va faire de sa profession. Donc, ici, dans ces propos-là, on se rend compte que malgré la pandémie, ils ont réussi quand même à établir un certain sens. Ce sens-là va aider souvent à la construction identitaire. Les enseignants vont construire le sens par rapport au rôle significatif qu'ils sentent qu'ils jouent dans une situation quelconque. Ils font du sens par rapport à la responsabilité sociale qu'ils ont aussi. Et ce qui les anime, c'est souvent d'aider ou d'accompagner les élèves à leur accomplissement, à leurs objectifs pédagogiques ou personnels. Et ce qu'on voit qui ressort vraiment dans les éléments du bien-être de ces deux enseignants-là, c'est vraiment les relations positives qui sont là pour soutenir justement tous les efforts qu'ils mettent à relever le défi. Et les émotions positives aussi qu'ils ressentent malgré tout. Donc, on les voit un peu enthousiastes, fiers, confiants. Ils ont l'air efficaces dans ce qu'ils font. Donc, on peut comprendre que le sens par rapport au travail est quand même assez développé, puis que les émotions négatives qu'ils ont ressenties, bien, ils ont fait en sorte de les transformer pour pouvoir s'adapter plus rapidement.
Et ça joue aussi le bien-être sur l'identité professionnelle, bien entendu. Donc, certains enseignants vont développer une identité professionnelle qu'on dit positive, c'est-à-dire qu'ils vont réussir à construire justement leur développement professionnel, mais sur des représentations qui vont les aider à avancer et à persévérer. Donc, Stéphane Martineau et moi avons travaillé sur un modèle qui s'appuie sur le modèle de Goyer, qui s'est inspiré du modèle de Goyer en 2001, où elle considère que le développement de l'identité professionnelle se fait sur deux aspects, c'est-à-dire l'aspect de l'identité personnelle qui est l'individu en tant que tel, ses représentations comme enseignant, c'est-à-dire ses valeurs, ses croyances, ses connaissances, ses attitudes et aussi ses forces de caractère qui sont des traits cognitifs et non cognitifs de la personnalité, qui sont positifs. Et d'un autre côté, il y a aussi toutes les représentations que l'individu se fait de son milieu de travail, donc le milieu scolaire, les savoirs de la profession qu'il a, les idéologies éducatives, les valeurs, le système normatif, les demandes sociales. Et ce que la pandémie amène pour l'enseignant, c'est aussi des remises en question par rapport à son propre rôle, par rapport au travail qu'il a à effectuer. Et ces remises en question-là vont le guider dans l'élaboration de son identité professionnelle. Donc, s'il réussit à jongler avec ses émotions, s'il réussit à prendre les émotions négatives et les réguler, ben là, à ce moment-là, c'est porteur justement de persévérance, de résilience, si on veut. Donc, il y a aussi, il ne faut pas oublier que certains enseignants, vu la pandémie, ont dû arrêter. Donc, il y a eu 2 semaines au Québec où rien ne se faisait dans le milieu de l'enseignement, mais ça leur a été comme une bouffée d'air frais pour eux, pour réussir à arrêter et ressentir des émotions positives parce que peut-être que leur santé mentale n'était pas nécessairement optimale. Donc, ça leur a donné l'occasion de s'arrêter et de réussir à se remettre en question pour mieux avancer pour la suite aussi. Donc, il faut aussi penser à ça. Je travaille dans un projet de recherche présentement qui est financé par le Fonds du Québec et je travaille auprès d'enseignantes novices et j'essaie d'évaluer, ou en tout cas pas d'évaluer, mais de mesurer le bien-être de ces enseignantes novices-là et de faire un lien avec leur développement professionnel positif. Et on a eu des groupes de discussion dernièrement et les enseignantes novices du primaire avec qui j'ai travaillé dernièrement, ont aussi des défis et des stratégies qui ressemblent parfois aux enseignants qui ont de l'expérience, comme ceux qu'on a entendus, et parfois sont différents aussi, ces défis. Donc, ce qu'on a relevé par rapport à ces entrevues-là, c'est vraiment que les enseignantes novices ont tendance à se comparer. Donc, la pandémie a fait en sorte que quand elles ont dû retourner au travail, elles ont ressenti beaucoup de stress à essayer de se comparer avec les autres enseignants novices ou avec les enseignants qui ont de l'expérience et se demander toujours, est-ce que j'en fais assez? La tâche n'était pas très, très claire, donc quand on est un novice, ça devenait une difficulté et un défi. Le sentiment d'incompétence a été rapporté à plusieurs reprises, surtout par rapport à la formation à distance, de dire comment je fais pour enseigner sans que les élèves soient en présentiel. Et ça a constitué les défis. On a aussi répertorié de l'information trop abondante. Donc, dans les milieux, l'information changeait, c'est trop abondant. C'était porteur aussi d'un certain stress, d'une certaine anxiété pour elles. La précarité, ça a augmenté aussi les incertitudes parce que certaines enseignantes novices avaient déjà un poste, il y en a d'autres qui avaient des contrats, mais il y avait d'autres enseignantes novices qui avaient des contrats, mais qui n'étaient pas titulaires d'une classe. Et là, elles avaient de la misère à réussir à trouver leur place dans tout ça. Comment je fais pour contacter les élèves? Parce que moi, de toute façon, j'enseigne les sciences ou j'enseigne l'univers social. Je ne suis pas une matière prioritaire. Donc, c'était difficile pour elles de pouvoir mettre ou contribuer à la situation. Le télétravail, ça a été pénible pour beaucoup parce qu'ils préfèrent être en présentiel avec les élèves. Il y a aussi une pression sociale qui a été assez ressentie par ces enseignantes-là parce que, les parents exigeaient des choses ou la tâche étant trop floue, ne savaient pas trop quoi faire avec ça. Mais
Ce qui est vraiment intéressant dans tout ça, c'est que dans l'étude, je fais des formations justement pour découvrir les éléments du bien-être et tout ça. Et elles ont élaboré des stratégies. Des stratégies comme le lâcher-prise, se fixer des limites pour réussir à évoluer quand même, persévérer. Elles se sont rendues compte que le travail d'équipe était vraiment important au niveau de la collaboration. Ça a été rapporté aussi par les enseignants d'expérience. Garder contact avec les parents et les élèves, ça leur amenait des émotions positives parce qu'il y a des parents qui veulent vraiment collaborer avec les enseignants. Il y a des élèves qui veulent vraiment aussi faire leurs cours à distance. Donc, on a des enseignantes qui étaient contentes de parler avec leurs élèves et les parents de ces élèves-là. Elles ont aussi découvert qu'elles ont eu du temps pour améliorer leurs compétences numériques, puis elles ont réussi à explorer plein de ressources qu'elles n'avaient pas le temps de faire au préalable avant la pandémie. Puis, c'est sûr que ça a été de grosses remises en question pour trouver un sens à leur travail, à leurs tâches. Étant débutante, il y a beaucoup d'aspects qu'elles ne connaissent pas encore. Donc, ça a été quand même assez difficile, mais somme toute, quand même positif. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que les émotions négatives, c'est des informations importantes et ça contribue au développement identitaire de la personne. L'important, c'est que cette émotion négative-là que l'on ressent, qu'on sache qu'elle signale une nécessité de trouver des moyens de régulation. On ne peut pas rester avec des émotions négatives sans faire rien. Donc, à ce moment-là, les enseignants qui réussissent à se réguler, ça fait en sorte aussi que la régulation des émotions qu'ils ont, ça bénéficie d'un lieu d'échange professionnel. Donc, les enseignants l'ont dit, il faut en parler. Donc, il faut en parler, mais il ne faut pas juste en parler. Il faut avancer aussi avec ça. Et finalement, les échanges entre professionnels, ça gagne à s'orienter vers la recherche de solutions. Donc, en temps de pandémie, pour ressentir du bien-être, c'est d'axer beaucoup plus sur les solutions que sur une certaine victimisation que l'on peut ressentir, dire, moi, là, je n'ai pas de contrôle sur rien, je réussis à rien faire. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez important. Maintenant, on peut se demander quels moyens entreprendre pour réguler nos émotions dysfonctionnelles. Donc, les émotions négatives qui sont dysfonctionnelles, c'est-à-dire qu'on a toujours tendance à vouloir peut-être rester là et rien faire, se sentir victime. Ça, c'est dysfonctionnel. Maintenant, les émotions négatives peuvent être le moteur de changement. Donc, la littérature parle de beaucoup de moyens, dont exprimer ses émotions, les partager avec les pairs, les collègues. C'est important, par contre, quand on parle d'émotions négatives, faut savoir qu'il y a certaines émotions négatives que l'on ressent qu'on ne peut pas modifier. Par exemple, si on vous apprend que vous avez le cancer, on ne peut pas modifier l'émotion négative que ça peut nous faire ressentir. Maintenant, on peut quand même, on a le contrôle de modifier l'émotion pour en tirer quand même des bénéfices dans la situation. Donc, il y a plusieurs façons d'avoir des perspectives par rapport à ça puis d'essayer d'évoluer quand même. Donc, il y a aussi un phénomène, c'est que la tentative de régulation d'une émotion, ça requiert aussi un effort de l'individu. Il y a des individus qui, au niveau psychologique, n'ont pas une santé assez optimale pour dire qu'ils vont mettre l'effort pour être persévérants ou mettre l'effort pour être résilients dans la situation. Donc, ces individus-là, souvent, manquent d'outils pour réussir à avancer. Donc, ça, il faut garder ça aussi en tête. Toutefois, dans les moyens, je disais exprimer les émotions, mais il y a aussi réorienter notre attention. Donc, c'est un moyen assez simple. C'est que, oui, les enseignants, on est concentrés, on essaie d'améliorer les choses, d'assurer le suivi des élèves malgré la pandémie, mais il faut aussi se garder du temps pour penser à autre chose, faire d'autres activités. Si vous aimez les podcasts, écoutez un podcast. Si vous aimez faire la peinture, donc, c'est de réorienter votre attention sur quelque chose d'autre pour revenir à la situation de départ. Et souvent, ça nous amène beaucoup d'éléments pour exercer notre créativité. On a de nouvelles idées, tout ça, parce qu'on a réussi à se déconnecter un petit peu de ce que l'on fait. Augmenter la psychologie, la flexibilité psychologique au travail, c'est aussi un moyen important. C'est-à-dire qu'il faut accepter qu'on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas contrôler l'incontrôlable.
Et tout ce qu'on peut contrôler, c'est nos représentations, nos propres perspectives, nos attitudes, puis les actions qu'on peut entreprendre dans la situation. Donc, quand on a ça en tête, on a l'impression d'avoir un petit peu plus de contrôle sur la situation parce qu'on est un agent qui va justement intervenir. Effectuer un changement cognitif, ça a vraiment un lien avec le développement de l'identité professionnelle, bien entendu, parce que ça nous permet une remise en question pour réévaluer la situation, on regarde nos croyances, on relativise qu'est-ce qui nous arrive, on cherche un sens positif aux choses aussi. Ça peut aider les enseignants à ressentir du bien-être. Bien entendu, il faut accepter la situation. Parce qu'elle est là, elle ne s'effacera pas du jour au lendemain. Et l'acceptation, c'est déjà un pas vers la recherche de solutions. Et il y a aussi des gens qui vont mettre en œuvre des techniques physio-relaxantes. Certaines personnes exercent des sports, d'autres vont faire la pleine conscience. Donc, ça aussi, ça peut vraiment aider. Avant de terminer, dans mes réflexions, je me suis rendu compte que dans une perspective de recherche et de formation future dans le cadre de ma recherche que je fais avec mes enseignantes novices qui pourrait être beaucoup plus élargie, je voulais vous parler d'un concept quand même assez intéressant qui s'appelle le capital psychologique. Le capital psychologique, ça désigne l'état positif de développement d'un individu par l'existence de qualités psychologiques qui sont positives et qui peuvent être optimisées. Donc maintenant, il faut, je crois, penser à réfléchir la formation des enseignants pour qu'ils puissent avoir des outils, justement, pour développer leur capital psychologique. Parce que dans les écrits, on parle tout le temps de développer des compétences psychologiques, développer des compétences émotionnelles, oui, mais ce concept-là est quand même assez intéressant parce qu'il regroupe des qualités, 4 qualités. Donc, c'est basé sur c'est un concept qui est issu de la psychologie organisationnelle, soit dit en passant, puis ça s'appuie sur la théorie socio-cognitive de Bandura. Donc, le premier élément, c'est l'auto-efficacité. Donc, si on réussit à faire en sorte que nos enseignants ils ont confiance, qu'ils acceptent et qu'ils consacrent des efforts nécessaires pour réussir une tâche stimulante, si on réussit à les former dans ce sens, bien, probablement ils vont ressentir plus de bien-être. Ensuite, on a comme second élément l'optimisme. Quand il arrive une pandémie, bien, il y a plusieurs façons de voir les choses, mais l'optimisme va aider justement à faire des attributions positives sur la réussite présente et future. Souvent, les enseignants, on va beaucoup plus focaliser sur ce qu'on n'a pas bien fait dans notre journée que ce qu'on a bien fait. C'est comme... ça arrive souvent, c'est le biais de la négativité qu'on appelle au niveau scientifique. Et pourtant, dans une journée, un enseignant va beaucoup plus faire de choses positives dans l'exercice de son travail que négatif. Souvent, on va focusser sur la petite chose qui a duré 5 minutes dans notre journée. Donc, l'optimisme, c'est quand même un élément qui peut nous aider. Ensuite, on a l'espoir. Donc, l'espoir, ça aide à persévérer dans ses objectifs et, si nécessaire, de modifier sa trajectoire en fonction de ses objectifs pour réussir. Clair que se fixer des objectifs, ça peut aider justement à ressentir du bien-être parce que ça nous donne une raison d'avancer. Et finalement, bien, la résilience, qui est un élément quand même assez intéressant, qui a été d'ailleurs étudié par le WHO, c'est qu'en cas de problème ou d'adversité, de résister et de rebondir, la résilience, ça nous sert à ça pour réussir, en fait. Donc, présentement, les enseignants vivent d'énormes problèmes suite à la pandémie, mais la résilience est quand même une qualité psychologique qu'ils devraient développer pour réussir. Donc, le psychap, c'est en anglais, donc ça pourrait être vraiment une avenue à investiguer pour un meilleur développement professionnel en éducation parce que ce concept-là, bien, ça a un effet sur les 2 aspects du développement identitaire. D'un côté, l'identité personnelle parce que c'est important que les enseignants développent des traits de personnalité, des qualités psychologiques, des attitudes positives au travail. Pas qu'ils n'en ont pas parce qu'il y en a plein d'enseignants qui sont positifs dans leur milieu de travail présentement. Mais il y a aussi, ça pourrait s'attacher à l'identité sociale parce que nos éducations
nos institutions éducatives, excusez-moi, pourraient permettre ce développement-là en réorientant leur idéologie éducative vers l'humanisme. On sait que beaucoup d'institutions sont plus ou moins axées sur le néolibéralisme. Puis ça, présentement, dans les recherches, on se rend compte que ce n'est pas nécessairement une idéologie qui amène beaucoup de bien-être dans certains milieux. De là, le retour du balancier où on voit qu'on s'intéresse de plus en plus à la bienveillance comme valeur, au bien-être des élèves. Donc, grosso modo, c'est ce que j'avais à vous dire. Donc, pour conclure, soyons bienveillants envers les enseignants. Certaines personnes dans la société les jugent vraiment sévèrement, surtout dans les médias. Ils évoluent dans une profession qui est vraiment complexe, surtout en temps de pandémie. Et la pandémie a amené un lot de complexité qui est encore très grand. Donc, c'est vraiment important. Et la dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que de plus en plus, je disais qu'on parlait du bien-être pour les élèves, qu'on voudrait vraiment bâtir une idéologie éducative autour de ça. Mais j'ai l'impression souvent qu'on oublie le bien-être des enseignants et le bien-être des intervenants dans les milieux éducatifs. Et je crois que ces gens-là qui gravitent autour de l'élève doivent eux aussi avoir les outils nécessaires pour ressentir du bien-être, pour ensuite être capable de construire un climat, un climat de classe, un climat scolaire qui va être bénéfique pour nos élèves, parce que des élèves qu'on veut bien, mais avec un personnel qui ne va pas bien, on ne réussira pas à atteindre les objectifs que l'on veut, bien entendu. Donc, le bien-être, c'est un élément indispensable pour favoriser celui des élèves et pour bien les accompagner dans un cheminement scolaire. Donc, je vous remercie vraiment pour votre attention présentement. J'aimerais aussi vous dire que je fais une recherche avec deux autres chercheurs, Sacha Rose Stoloff et aussi Stéphanie Girard, sur le ressenti des enseignants pendant la pandémie. Et on est à la recherche de participants. Donc, n'hésitez pas à m'écrire à mon adresse courriel pour me signifier votre intérêt ou parlez-en à des enseignants que vous connaissez, parce qu'on a vraiment besoin d'explorer ce phénomène-là. Donc, je vous remercie et je suis disponible pour vos questions. Alors, écoute, un grand merci, Nancy, pour cette présentation. Merci aussi d'avoir amené des enseignants qui ont vécu différentes choses lors de la pandémie dans ce webinaire. Écoute, juste quand tu as terminé, il y avait encore 196 personnes présentes. Alors, toutes mes félicitations, vraiment bravo. Bravo aussi pour l'organisation. Vous savez, tout le monde, organiser un webinaire, ce n'est pas simple. Et là, on voit qu'il y a beaucoup de travail derrière ces 36 minutes de présentation de la part de Nancy. Juste pour faire peut-être une mise en place, alors, au CRIFPE, c'est un centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante qui a été fondé il y a 27 ans déjà, un centre qui s'intéresse beaucoup, qui s'intéresse à l'enseignement et à ses impacts sur l'éducation, sur les élèves et tout. Et donc, les travaux de recherche de Nancy sont vraiment en lien direct avec la mission du centre et j'ai écouté avec énormément de plaisir ce que tu as fait depuis la pandémie et ton projet de recherche aussi au sens plus large sur le bien-être des enseignants. Il y a plusieurs questions. On ne pourra pas répondre à toutes les questions, malheureusement, parce que imaginez-vous un peu avec 200 personnes, il nous reste 5 minutes. Il y en a qui demandaient, Nancy, le titre exact de ta recherche, c'est quoi, là? En quelques mots, là, dans un titre compréhensible pour toutes et pour tous en ligne. Il y a comme eu un petit peu de lag de mon côté. J'ai compris le fil conducteur de ma recherche. Le titre de ta recherche, c'est une question. Ah, mon Dieu, les titres, je les oublie tout le temps, mais c'est du genre... Dans tes mots à toi. Recherche exploratoire sur le bien-être des enseignants novices qui favorisent leur développement identitaire. Quelque chose comme ça. Voilà, on a une série de questions aussi de Daniel. Et puis, Daniel, ce que je vais faire, parce que là, je vois beaucoup de questions de ta part, je vais t'inviter peut-être à écrire directement à Nancy. Et comme elle répond très, très rapidement, elle dit déjà oui de la tête, il y avait des questions sur les défis technologiques rencontrés, est-ce qu'il y a du travail en sous-groupe, etc. Et donc, je pense que si tu adresses toutes tes questions à Nancy, tu pourras avoir justement les réponses que tes questions méritent. Et on avait aussi des commentaires d'Hélène, par exemple, qui parlait de comment
quelle stratégie pour augmenter le capital psychologique des enseignants? D'autres personnes aussi en tout cas, ont beaucoup accroché sur ce concept de capital psychologique. Alors, et je pense que dans ta conférence, de toute façon, tu as donné quand même plusieurs pistes aussi, le travail d'équipe et tout, enseigner à distance, ça ne veut pas dire enseigner seul devant son écran, enseigner avec des collègues et tout. Et d'ailleurs, quand on entendait les deux personnes que tu avais interrogées, elles parlaient justement de comment elles ont collaboré, de l'équipe école, du rôle de la direction d'école, etc., dans tout ça. Quel truc les directions pourraient-elles utiliser pour favoriser le bien-être des enseignants? Mais je pense que dans ta présentation, Nancy, tu as donné, si tu avais un truc à choisir parmi tous ceux que tu as nommés, ce serait lequel? Ben moi, c'est sûr que les directions d'école, soit dit en passant, vivent des choses assez difficiles aussi. Hein. On parle des enseignants. J'aurais aimé ça parler des enseignants du secondaire aussi. La réalité est un petit peu différente. Mais tout ça pour dire que pour les directions d'école, c'est vraiment d'exercer un leadership qui est authentique, premièrement. C'est de faire en sorte qu'on soit conscient des enjeux et qu'on travaille ensemble. La collaboration, je crois que c'est la clé de voûte dans ce que l'on vit présentement. Puis de laisser l'autonomie à nos enseignants aussi, parce que les enseignants sont formés pour être autonomes, sont formés pour être des créatifs, et il faut leur laisser quand même un certain espace pour exercer cette créativité-là, surtout que la situation est inédite, qu'il n'y a pas d'autres modèles, donc on doit créer sur le tas. Donc, et vraiment écouter ce que les enseignants ont à dire et travailler en collaboration, je pense que c'est la première chose à faire comme direction d'école, bien entendu. Alors, la collaboration qui serait une des principales clés à mettre de l'avant, selon toi, Nancy, dans Oui. ce contexte de pandémie. On voit encore beaucoup d'autres questions qui défilent, beaucoup d'autres commentaires. Il y a Claude qui nous dit que finalement, tes recherches pourraient être utiles, pas uniquement au primaire et au secondaire, mais aussi dans le milieu universitaire, évidemment. Tout à fait. Et puis, bon, je pense qu'à tous les ordres d'enseignement, c'est important. L'idée de collaboration aussi peut grandement être utile. Écoute, moi, je vais je vais inviter tout le monde peut-être à écrire à Nancy directement pour te poser. Tu vois, tu t'es engagé dans un webinaire, mais finalement, tu ne savais pas que tu recevrais tant de courriels après. Tu ne seras pas seul au cours des prochains jours. Mais Nancy va nous partager son PowerPoint. Et on va tout rendre accessible en ligne. Ça veut dire que la vidéo de Nancy, même si on était 205 personnes en temps réel, on aura la vidéo qui sera disponible sur la chaîne, sur ta chaîne à toi, mais sur la chaîne du CRIFPE aussi, où est-ce qu'on a des millions de visiteurs chaque année. Donc, vous pourrez revoir la conférence ou la proposer à des collègues et on aura ton PowerPoint qu'on recevra très bientôt. Alors, moi, je tenais sincèrement du fond du cœur, quand le CRIFPE a décidé de mettre l'avant ces webinaires, je me dis, il faut faire quelque chose en contexte de pandémie. On ne peut pas attendre que finalement, des directives claires pour se remettre en marche. Et je suis ravi de t'avoir entendu. Je suis certain que ça fait beaucoup de bien à beaucoup de personnes. Je suis content des recherches que tu mènes et en tout cas, on cherchera peut-être à te réinviter pour l'automne quand les gens auront le moral plus bas pour que tu viennes nous remonter le moral à toutes et à tous. Je remercie tout le monde. Je vous invite à écrire directement vos questions à Nancy. On voit son courriel à l'écran, nancy.goyette@uqtr.ca. Vraiment, sincèrement, du fond du cœur, merci. Merci à toi. Merci à Bongsou qu'on ne voit pas, qui reste en arrière-plan pour… c'est jamais simple de mettre en place un webinaire sur le plan technique et tout. Alors, merci à toi. Merci à Sophie aussi qui a fait la promotion. Merci au comité de direction du CRIFPE qui a donné son aval finalement pour cette idée de webinaire que je trouve très, très intéressante. On en a un la semaine prochaine à la même heure avec Anastasis et on en a un dans 2 semaines avec Denis Geffrey. Alors voilà. Donc, merci encore Nancy. Vraiment, vraiment bravo. Tu recevras bientôt la vidéo pour que tu puisses faire un lien sur ta chaîne YouTube, mais ce sera sur la chaîne YouTube du CRIFPE aussi. Merci encore, garde le sourire et puis à très bientôt. Voilà. Au revoir. Merci. Il y a encore 126 personnes, Nancy, qui sont curieux, qui regardent s'il va arriver quelque chose après la fin. C'est bien quand même, là. Sans problème. Non, mais les gens quittent, alors c'est normal, mais c'était juste pour te dire vraiment, là, c'était chapeau. Et le fait d'avoir amené des vidéos, les entrevues ont été faites après le début de la pandémie. C'est quand même intéressant. OK, dimanche en plus. Des enseignants engagés. Voilà.
Et donc, prochaine visioconférence, toi, avec plus de lumière, c'est beaucoup mieux. Comme ça, tu as l'air encore beaucoup plus radieuse. Alors, pour tous les gens qui vont regarder la vidéo par la suite, je pense que ce sera important. Vraiment, merci. Bravo pour tes recherches. Et puis, j'ai vu, tu as eu plusieurs messages de félicitations en ligne. Stéphane était en ligne, Stéphane Martineau, ton collègue. Que je remercie aussi pour tous ses travaux sur la question et que je félicite aussi. Et tu as plein d'autres merci qui défilent de tous les côtés dans le chat. Là. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va enregistrer le chat, on va te l'envoyer aussi. Alors, voilà, un soir que tu te sens plus déprimé, tu regardes ça, ça va te remonter le moral aussi à toi. Pour l'âme. pour ton propre bien-être. Voilà. Écoutez, merci encore, Nancy. Puis, si tu as des questions par rapport aux questions que tu reçois, n'hésite pas à communiquer avec nous. Les autres qui se demandent quand est-ce que la vidéo sera en ligne, on va s'activer rapidement. Je dirais d'ici 48 heures, tu seras en ligne. Voilà. Je trouve ça fun que je puisse le mettre sur ma chaîne YouTube, fait que ça va pouvoir faire des petits… Je n'ai pas beaucoup d'abonnés encore, mais c'est quelque chose que je vais… Ça va nous faire très, très plaisir, Nancy. Moi, je trouve avoir ta chaîne YouTube, c'est une excellente initiative. Alors, ça nous fera très plaisir. Tu vas voir, le monteur vidéo, il va simplement faire une petite capsule au début pour introduire. Et puis ensuite de ça, ça va être très rapide. Tu vas avoir la chose très rapidement. Alors, voilà. Vraiment, bravo. Et puis, n'hésite pas si tu as des questions de ton côté ou quoi que ce soit. Là, on va aller de l'avant avec ça. Je suis vraiment heureuse d'avoir avoir fait le lancement, premièrement, puis de cette belle collaboration-là. Je suis contente. Merci. Merci encore. Et puis voilà, donc tout le monde, on va maintenant fermer le webinaire. Attention, c'est comme quand on ferme, tout le monde est éjecté. C'est pas de l'impolitesse, c'était ce qu'on avait prévu à 45. Alors, il est déjà 50. Alors, Bong-Soo, je te laisse fermer le webinaire. Merci encore, Nancy. On reste en contact. Vraiment, bravo. Vraiment. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.